Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous avec les interviews de l'IA. On va interroger des acteurs qui font l'actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle. On aura aussi un rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature est source d'inspiration pour l'innovation. On va parler notamment de la Raymanta, figurez-vous. Mais tout de suite, on démarre avec les interviews de l'IA. Dans Smart Tech aujourd'hui, les interviews de l'IA, je reçois les acteurs et les actrices qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Autour de la table, des femmes, j'en suis ravie. Caroline Balu, vous êtes directrice de l'événement Tech Show Paris, qui se tient donc à Porte de Versailles les 5 et 6 novembre, avec un programme de conférence où l'IA, tiens, je dois dire, une place assez importante, n'est-ce pas? Oui, très importante. On va voir ça ensemble. En face de vous, Gaëlle Picard-Abézi, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Gaëlan. Vous pilotez en fait des programmes stratégiques pour les entreprises, pour les accompagner dans cette transformation de l'IA. Et puis vous avez piloté un ouvrage, d'ailleurs, auquel j'ai participé, Cœur d'intelligence, qui est paru aux éditions Comptoir voilà, j'avais du mal, prospectiviste. Vous savez mieux le dire que moi, Gaëlle. Prospectiviste. Bah Oui. voilà, c'est tellement facile. Et puis, on est connecté avec Stéphane Ledouaré. Bonjour Stéphane, j'espère que vous nous entendez bien. Vous êtes essayiste, auteur vous de géopolitique de l'IA, membre de l'IHEDN. Alors, je vous ai vu en interview sur la chaîne d'Alain Juillet, un ancien de la DGSE, nous parler de la géopolitique de l'intelligence artificielle. Donc, ça m'intéressait d'en discuter ici également avec vous. Comment vous voyez, vous, aujourd'hui, ce développement de l'intelligence artificielle en France, mais on va dire plus largement en Europe, avec sur fond, j'ai envie de dire plutôt, de dépendance aux technologies américaines. Ça vous inquiète? Alors, merci de m'inviter. Déjà, vous avez tout dit. En fait, la dépendance, se voit en géopolitique de l'IA d'une façon différente de la géopolitique classique. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs d'intelligence artificielle, que sont les États-Unis et la Chine, et dans la moindre mesure d'autres petits pays, mais surtout eux. Donc, deux gros monstres en fait de créateurs de software. Et les producteurs sont en face de consommateurs qui sont là, l'Europe, qui sont l'Afrique, qui sont la Russie, qui sont voilà. Et chacun dans son coin essaye d'utiliser ces outils, je veux dire dans le sens large, comme il peut. Les États-Unis et la Chine sont créateurs, donc ils détiennent, ils jouent avec un espèce de gros bâton. Et si on prend l'Europe et la France, nous, on est créateurs de lois, de décrets, comme l'IA Act et d'autres, pour essayer de résister à cette déferlante. Et dans le même temps, dans l'autre sens, on a des pompages de données qui partent dans ces deux territoires que sont les États-Unis et la Chine. Donc voilà, c'est vraiment Mais problématique est-ce que ça vous et inquiète c'est tout l'objet. est-ce que ça vous inquiète en matière de défense? Parce qu'aujourd'hui quand même on est dans un champ, régalien et assez, préservé, j'ai envie de dire de ces dépendances. En tout cas, les garde-fous ont été mis en place. Alors, en fait, si on prend par exemple le dernier supercalculateur de l'armée qui est mis en place là et qui a démarré ses activités pas très longtemps, il est équipé de cartes graphiques qui sont pas Oui, ni françaises ni européennes. exact. On est quand même dépendant dans ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle technologique de défense. On est quand même très dépendant de ces constructions extra-européennes. Ouais, et sur les technologies, d'armes, autonomes, quelle est la position de l'Europe, sur ce point? Parce que, on a aussi un sujet de stratégie défensive ou offensive aujourd'hui, Oui, alors très, très, très longtemps, on était juste défensif au niveau français. On se refusait à toute attaque. C'est Florence Parly qui a lancé un autre aspect qui est l'attaque au niveau des attaques cyber, par exemple, en 2017. Depuis, en fait, il y a trois grandes catégories très rapidement. Il y a quand on met l'IA l'homme au centre de la boucle de l'IA, on peut arrêter directement tout le circuit de processus. On met l'homme à côté de la boucle de l'IA. Là, on a une grosse coupure du générateur électrique, par exemple, qui va tout couper. Et on a l'homme en dehors de l'IA. Et là, l'IA fait ce qu'elle veut. La Chine met l'homme en dehors de l'IA et lance des produits qui font ce qu'ils veulent et on ne contrôle plus rien.
Les Américains mettent l'homme à côté de l'IA et peuvent arrêter complètement ou pas les processus. Et la France et l'Europe en général mettent l'homme au centre de l'IA, mais surtout la Ouais. France. Mmh. Et c'est trois dispositifs différents, mais on sait qu'un homme sera de toute façon jamais aussi rapide qu'une IA. Donc ça pose des problèmes dans les SSA, les systèmes d'armes létaux automatiques, Ça veut dire qui sont que plus rapides que l'homme, quoi. là où on y voit, une protection, éthique, vous nous dites que c'est une faiblesse, militaire? C'est exactement ça. On est entre la finalité de mon travail, en tout cas, c'est l'éthique. C'est comprendre comment on peut mettre en place une éthique. On ne peut pas la mettre en place au niveau mondial. Et donc, à un moment, il faut préserver son éthique. Mais en même temps, on se bat avec des structures qui n'ont pas les mêmes armes, en fait, puisqu'ils mettent l'homme en dehors de l'IA. Ouais. Donc, oui. Donc oui. Gaëlle, vous êtes, à l'IHEDN également, non? Aussi, oui. Auditrice? Oui. D'accord. Et dans deux commissions, dont une de la défense de demain et une sur la cybersécurité et la souveraineté. Et quels sont les sujets qui se posent aujourd'hui, au sein de l'IHEDN? Donc c'est l'Institut des hautes études, pour, la défense. Je fais un petit résumé là, pardon. Et ben, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est justement de faire de la prospective sur tous ces sujets pour avoir une meilleure vision pour avancer et accompagner chacun, parce que dans ces commissions, on est une bonne dizaine à travailler bénévolement, à donner chacun notre expertise, aller interviewer des personnes assez haut niveau pour essayer d'avoir une vision et on sort des livres blancs régulièrement. Voilà. Vous vous connaissez, tous les 2, non? N'avez jamais été, Non, puisqu'on est... ensemble Non, jamais. sur un sujet en particulier? Jamais, mais on s'en reparlera parce que pour l'année prochaine, dans un autre projet de livre, je travaille sur justement la géopolitique de l'IA et les mouvements qu'il peut y avoir de population en ce moment liés à ça. D'accord. Vous avez une question peut-être pour Stéphane? Pas tout de suite là, mais Bon. j'en aurai avec un très grand plaisir pour se retrouver autour d'un petit déjeuner. On aura beaucoup de choses à se dire. Stéphane, vous êtes, sur Marseille, c'est ça? Quels Oui, je suis sur Marseille. quels sont vos sujets aujourd'hui et ceux que vous traitez en particulier au sein de l'IHEDN? Alors, au sein de l'IHEDN, là, c'était le rapport sur Marseille. On a rendu un rapport jeudi dernier sur la défense opérationnelle du territoire. Donc là, j'étais co-présentateur de ce rapport. Voilà. Mais surtout, les sujets, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au contact de tout le monde militaire par rapport à l'IHEDN et tout le monde de l'autre côté. Mes deux sujets, c'est le militaire et la biologie, en fait, puisque j'ai fait des études de biologie et j'ai été dans les forces spéciales. Donc j'ai deux aspects comme ça qui se rejoignent. Et dans la géopolitique que j'étudie dans la vision de l'IA, Oui. c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup et je pense que c'est les deux sujets principaux en fait et le troisième chapeautant ça c'est l'éthique mais deux Mais sujets la défense. quand vous parlez de biologie, vous parlez de quoi exactement? Parce que moi, je pense, à la nature et quand je pense à la nature, je pense aux terres rares, je pense aussi aux ressources énergétiques. On voit comment, la France, devient finalement un fournisseur stratégique presque de matières premières pour, les data centers puisqu'on est fournisseur d'énergie, propre, en tout cas, avec le nucléaire, donc net zéro comme on dit. C'est ça qui vous intéresse? Alors, juste aparté sur la biologie, c'est plutôt l'aspect ADN et je pense que l'IA pourrait, malgré qu'on ne soit pas d'accord avec certains chercheurs, pourra découvrir le secret de la vie plus rapidement que les humains, parce qu'il a une capacité, un enfant, à regarder très largement ce qui se passe dans un chromosome. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse sur le côté biologie. Sur le côté sciences de la Terre et plutôt les terres rares, par exemple, c'est un vrai sujet, puisque même si la France a beaucoup de terres rares, en fait, on ne le sait pas, mais dans son sol, il y a beaucoup de terres rares. Il y a un bureau des terres rares qui a été fermé il y a 7 ans, qui s'occupait de ça. Voilà, c'est un sujet géopolitique, les terres rares, en fait. Si on a 2 minutes, je Absolument. peux expliquer Qui est au le cœur comment, le d'ailleurs pourquoi. du conflit avec l'Ukraine, enfin entre la Russie et l'Ukraine. Oui, parce que en fait, les terres rares, on les trouve un peu partout. Le problème des terres rares, c'est pas de les trouver, c'est de les extraire du minerai qu'on a. Si on prend 1000 tonnes de terre, on va trouver 2 grammes de terres rares. Ouais. Donc le sujet, c'est de les extraire et de les raffiner. Et en fait, le raffinage, les Chinois se sont spécialisés là-dedans. 80 à 90% des raffinages se font en Chine parce que c'est polluant, parce que ça tue des jeunes enfants, il y a tout un tas de sujets, mais c'est très très nocif d'extraire des terres rares.
Par contre, les avoirs, on en a tous. Voilà. Donc, la Chine a fait cette bascule en rachetant les terres rares aux États-Unis à l'époque où la DARPA, donc la recherche américaine de l'armée américaine, cherchait à créer des drones, les fameux drones Reaper qu'on a eu ensuite. Et à l'époque, personne ne s'intéressait aux terres rares, et donc les Chinois ont acheté les terres rares des Américains, et les Américains ont donc financé leur développement de drones avec ces financements. Et donc, d'un côté, les Américains ont eu des drones pour les guerres, etc. Et de l'autre côté, les Chinois ont eu les terres rares et la capacité et l'entraînement de raffinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une différence entre ceux qui ont des armes et ceux qui ont une arme un peu différente qui est du raffinage de terres rares, qui fait que les terres rares, Mmh. c'est ce qu'on retrouve dans tous nos smartphones, dans tous les produits qui vont servir à faire tourner de l'intelligence artificielle. Intéressant. Est-ce que ça fait partie des conférences qu'on découvrira au Tech Show Lors des Tech Show Paris? Paris. Caroline Balu, vous êtes, je rappelle, la directrice de l'événement, donc qui se tient les 5 et 6 novembre à Porte de Versailles à Paris. L'intelligence artificielle, c'est un des sujets aujourd'hui de la tech. Enfin, il est complètement transverse. C'est la nouvelle grande transformation, nous dit-on, numérique. Comment est-ce qu'il est abordé? Par quel bout vous prenez cette problématique de l'IA? Alors, on l'impute en fait sur l'ensemble des zones qui sont reliées à notre salon. Tech Show Paris aujourd'hui, c'est un événement qui regroupe les industries du cloud, de l'IA infrastructure, du DevOps, de la cybersécurité, de la data et de l'IA évidemment, et des data centers. La partie vraiment infrastructure dont vous avez parlé, et ça, je pense que c'est vraiment très important que les décideurs IT qui sont invités justement au salon puissent débattre, échanger pour avancer tout simplement, parce que c'est l'objectif de l'événement. Mais il se pose quelle question? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en avant comme problématique? Alors évidemment, sur tout ce qui va être IA gen, l'IA générative, au sein de aujourd'hui l'actualité, la souveraineté. Hein. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait avec la gouvernance de l'IA au sein des entreprises aussi, qu'elles soient plus grosses ou petites? Est-ce qu'on l'impute? Est-ce qu'on l'impute pas? Ça, ce sont des thématiques qui vont être effectivement... C'est des choses qui vous sont remontées en fait du terrain, des DSI. Tout à fait. Aujourd'hui, voilà, ils ont des interrogations et donc l'objectif, c'est de les aider à obtenir des réponses à travers ces conférences. Donc c'est un salon professionnel Complètement, salon professionnel. où on va découvrir quel écosystème. Est-ce que c'est l'écosystème français uniquement, européen ou vraiment international? Alors, on est très ciblé français. Aujourd'hui, on a plus de 97% de notre audience qui est française. On invite évidemment les internationaux et surtout européens à venir pour échanger, pour faire avancer les choses. Mais on sait bien que, in fine, sur le terrain français, on va avoir des discours avec notre langue qui peut varier. On a d'autres éditions également au niveau international qui sont sous le même schéma et qui n'ont pas forcément toutes les mêmes... Donc il y a une spécificité quand même de la version Tech Show Tout à fait. Paris. Tout à fait. D'accord. Sur ce sujet précisément Sur l'IA et sur le cloud et l'IA infrastructure, le de DevOps, l'infrastructure et de exactement. l'autonomie stratégique et Ouais. des choix sur les gouvernances. Et l'efficacité énergétique, évidemment, puisque ça en fait partie. L'IA Oui. a des puissances de calcul énormes. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour les héberger dans les data centers parce qu'ils doivent se créer aussi en pensant à ça. Ouais. C'est une des grosses thématiques qu'on va discuter. Ça va être vraiment des choses que les exposants vont montrer, les professionnels des data centers, Ouais. sur comment on travaille la durabilité aujourd'hui. Tout à fait. C'est un argument Tout à fait. commercial? Ouais. Tant mieux. C'est rassurant. On ira les interroger parce qu'on est partenaire média du Oui. salon, donc on viendra tourner des interviews, on va voir ça. Avec plaisir. Gaëlle Picard, Abésis, pardon, vous avez donc piloté cet ouvrage Cœur d'intelligence, donc paru au comptoir prospectiviste. Et c'est en fait 24 voix qui nous racontent ce que ça change aujourd'hui de travailler, de penser, de vivre à l'ère de l'intelligence artificielle générative en particulier. C'est pas forcément des voix concordantes. Chacun apporte son point de vue. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire véritablement avec ce livre? Pourquoi? Quelle a été votre motivation au départ? Alors, c'était un travail d'une année et je vais me raccrocher à une citation de Michel Serres qui disait que la vitesse n'est rien s'il n'y a pas de vision. Et c'était un peu ça. Tout ce que je voyais, je lis beaucoup.
Oui. Je lis beaucoup d'ouvrages de la tech, je lis beaucoup globalement. Et c'était souvent 1, 2 voix. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un éditeur classique, parce que les éditeurs classiques, 24 voix, ça ne les intéresse pas, il paraît que ça se vend mal. Ah, Donc voilà, je mets les pieds dans le plat. Et là, c'était de donner la parole. C'est pas un essai, c'est justement de donner une vision avec des gens qui sont pas automatiquement d'accord, qui sont tous dans l'IA, qui ont des profils très très différents. Il y a à la fois des start-upers, des avocats, des artistes, des consultants, bref, des profils très très différents, de grands groupes, petits groupes, indépendants. Et chacun leur donnait la parole. Alors, ils m'ont un peu critiqué pour me dire, mais Gaëlle, tu nous as jamais dit qui est-ce qu'il y avait dans ce livre et on s'est jamais vraiment rencontrés. Mais c'est fait exprès, parce que je voulais que chacun donne sa vision sans être influencé par le chapitre de l'autre et de traiter un maximum de sujets. Aujourd'hui, on dit souvent que les développeurs, c'est le canari de la mine. Mais je pense qu'on a l'IA qu'on mérite. Est-ce qu'on décide de rester dans la mine parce que le canari, en fait, alertait à l'époque? Mm. Ou est-ce qu'on va cartographier les galeries? Et c'est un peu ça l'esprit. L'esprit, c'est d'ouvrir les chakras, de donner un débat. On a le pied dans le clapet de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je ne suis pas ni technophone, ni ni technocrate sur le sujet. Je pense qu'il faut ouvrir le débat, il faut que nous avancions ensemble en toute intelligence. C'est pour ça que l'humain est cœur d'intelligence, c'est parce que c'est un collectif, c'est une polyphonie. Et je souhaite aujourd'hui qu'il y ait du débat et qu'il n'y ait pas des anti et des pour, etc. Et qu'on ne soit pas non plus bisounours sur le sujet. Alors, c'est quand même une chorale, hein, un cœur d'intelligence. Il y a quand même quelque chose qui rassemble l'ensemble de ceux qui ont écrit ce livre. Moi, j'ai eu un traitement de faveur, visiblement, parce que moi, je savais qui allait écrire dans ce livre, puisque Gaëlle m'avait demandé d'en rédiger une postface. Et donc, j'avais besoin de savoir un peu ce qu'il y avait dedans, quand même. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est justement de voir que ce sont des gens qui parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voient très concrètement. On n'est pas du tout sur un ouvrage de théorie, un Exactement. essai de réflexion philosophique qui peut avoir aussi son intérêt, j'aime beaucoup. Mais là, c'est vraiment des gens qui travaillent avec l'IA, qui vivent avec l'IA, qui l'expérimentent. Exactement. Et- Est-ce que je peux l'illustrer? Bien sûr. J'ai 2 choses en tête, parce que moi, je suis très sensible aussi sur ce qui se passe avec l'IA générative. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut que la soupe soit lisse. Et la soupe à grumeaux n'existerait pas. C'est-à-dire que tout est bien cadré, etc. Et on a tous le même discours. Ce qui se passe dans les entreprises me fait très peur quand j'entends de faire ses mails avec de l'IA. Non, le mail, c'est sa personnalité. De balancer des appels d'offres dans l'IA, non. Le commercial qui gère connaît son marché, a son expertise. Et dans les personnes qui écrivent, il y a une personne qui s'appelle Nathan Bonnet, qui a développé une IA qui s'appelle Polymnia. Et aujourd'hui, un cas concret, il accompagne la prison de Villepinte. Alors, les prisons, ça fait pas rêver, sauf que grâce à son IA, il améliore la prise de parole des détenus. Et au bout de 3 ans, l'étude qui a été faite, il y a 87% en moins de récidives. C'est de cette IA-là que je veux qu'on parle, mais qu'on ait conscience aussi que l'IA, c'est un yin-yang. Il y a la partie sombre et la partie lumineuse. Et il faut qu'on ait conscience de ça. Et il faut justement, dans des médias comme les vôtres, dans d'autres médias, qu'on donne cette vision-là Absolument. et qu'on en ait conscience. Peut-être, vous êtes toujours avec nous, Stéphane? Oui, je suis là. Vous nous Je suis suivez? là. Je ne sais pas si Oui. vous avez des questions pour nos 2 invités en plateau, à la fois sur un événement sur la tech qui maintenant est quand même très phagocyté par l'intelligence artificielle, et un livre qui essaye de rassembler un peu toutes les premières expériences avec l'IA générative. Alors, je dirais déjà, je suis complètement en raccord avec ce que dit Madame Picard-Abézy. C'est sur le yin et le yang de l'IA, c'est complètement ça. Avec aussi, j'avais moi l'habitude de dire qu'il y avait, avant, on avait 50 nuances de gris, pour reprendre le titre célèbre, pour avoir différents discours. Et aujourd'hui, on a du blanc ou du noir. Et puis après, aujourd'hui, on n'a plus que du blanc ou du noir. Et si c'est pas Ouais. bon, on dégage. On va voir son autre groupe, le groupe qui va avec celui qu'on est. Donc je suis complètement d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire de la formation, parce que l'intelligence artificielle, on l'a
on en parle, mais on ne comprend pas, enfin, il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas exactement comment ça marche. On parle beaucoup aujourd'hui des LLM, mais il n'y a pas que ça. Et notamment, je vois des chercheurs, notamment en biologie, qui confondent en fait l'IA avec juste les LLM. L'IA, c'est depuis, ça date il y a très très longtemps. Le terme est sorti en 1956, donc ça date de très longtemps. C'est quelque chose qu'il faut voir avec une plus grande vue que juste les LLM d'aujourd'hui. Voilà. Et la question que j'ai, par exemple, c'est sur les données. Est-ce que vous étiez au courant que, on va mettre le pied dans le plat, la ville des Sables d'Olonne avait donné un accès payant à ChatGPT pour tous les administrés qui le demandaient? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, mesdames? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Oui, c'est ça. Grosse C'est-à-dire question. qu'on peut se dire que une manière de donner accès aux outils à tout le monde et donc une démocratisation. Et puis, c'est bien de s'approprier les outils pour en voir aussi les limites. Mais on peut aussi s'interroger d'abord parce que c'est une technologie américaine et s'interroger aussi sur comment est-ce qu'on accompagne, quelle est la nécessité d'accompagnement avant de donner tout ça Alors, moi, quand j'avais lu ça dans la en presse, accès ouvert. Ouais. je m'étais demandé si c'était un coup de com'. Mmh. Derrière, au lieu de donner l'accès, c'est très bien, mais comment ils vont former, justement, parce que quand on donne accès, comment on prompte, etc., on sait très bien le input de ce qu'on met, on sait très bien ce qui va sortir, on ne sait pas la boîte noire qui est au milieu. Ouais. Donc, comment ils ont formé la population, C'est ça. ça, je ne sais pas. Et puis, pourquoi avoir choisi ChatGPT, je ne sais pas non plus. Donc Peut-être voilà, parce pour vous c'est répondre. ouais. C'est un début. C'est vrai que nous, on le voit sur la partie salon et même au niveau de notre propre entreprise. Comment est-ce que ça a été implémenté finalement? Comment on l'utilise? On l'a évidemment utilisé, mais au niveau du portefeuille, comment est-ce qu'on fait en fait? Parce que chaque salon a sa propre similitude, ou pas d'ailleurs. Et tout, tout ça, c'est dans le bien évidemment de ce que nous, on veut développer. Et comment est-ce qu'on met aussi cette technologie à même dans notre propre salon? Je pense tout à fait à nous, une plateforme qu'on utilise pour faire du matching entre les personnes qui sont intéressées par un sujet, le visiteur, mais également les exposants qui vont avoir des solutions qui vont être intéressantes pour eux parce qu'ils ont tiqué telle ou telle box, et la partie conférence pour maximiser le rendu du visiteur sur le salon. C'est super parce que vous êtes vraiment, voilà, on est dans la pratique et ça, c'est vraiment très important. On rentre dans la pratique et donc on en voit aussi toutes les limites et toutes les problématiques. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi pour ces interviews de l'IA et merci d'avoir été, y compris connectés à distance. À très bientôt. Smart Tech continue. Ça va vous intéresser, Stéphane, puisqu'on va parler biomimétisme. On termine cette édition avec le rendez-vous sur le biomimétisme, ou comment la nature peut nous inspirer de nouvelles façons d'innover. On en parle avec Chiara Riva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication marketing chez Bioxégie, un spécialiste du biomimétisme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la filtration de l'air inspirée de la raie Manta. Oui, alors ça peut paraître surprenant, mais il faut savoir, donc je vais vous parler de cet enjeu majeur de santé publique, donc la qualité de l'air. Oui. Et donc aujourd'hui, on compte près de 99% de la population mondiale qui respirerait un air qui ne respecte pas les normes de l'OMS. D'accord. Donc en fait, concrètement, chaque année, rien qu'en Europe, on compte près de 239 000 décès prématurés liés à l'inhalation de particules fines. Donc ça compte surtout les enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques. Mais malgré tous les efforts des États pour pallier à cet enjeu et réduire ces émissions à la source, on reste encore très exposé à ces particules fines, surtout en intérieur où on passe quand même 80% de notre temps. D'où l'importance de trouver des solutions efficaces de filtration d'air. Et Parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au moment du Covid. oui, Voilà, mais en fait, ça concerne tous les moments de la vie. exactement. Puisque là, vous adressez la question de la pollution. Exactement. Là, c'est vraiment les particules fines le problème. Et pour ce faire, on va s'intéresser à ce qui se passe dans nos océans. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, Ok. mais aujourd'hui, je vais vous parler de la raie Manta. Oui. La raie Manta, donc c'est un être vivant fascinant sur beaucoup de points. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son système de filtration d'eau.
non pas d'air, mais d'eau. Et en fait, elle le fait à une échelle impressionnante. En fait, chaque jour, elle va faire passer des millions de litres d'eau à travers ses branchies pour en fait en capturer des minuscules particules de nourriture, comme le plancton par exemple. Et donc en fait, pour s'imager, la raie manta, quand elle va nager la bouche grande ouverte, en fait, elle va faire entrer et faire passer l'eau à travers des arcs branchiaux. Et en fait, sur ces arcs branchiaux, on a des petites structures très fines et rigides qu'on appelle les branchiospines. Et en fait, ces branchiospines, pour imaginer, ont une structure tridimensionnelle en fait de lames parallèles, un peu comme des successions de peignes le long des branchies. Et en fait, au-delà d'un simple système de tamis, la raie manta ne va pas capturer les particules dans un maillage. En fait, ça va suivre la dynamique des fluides. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en gros, l'eau va s'écouler entre les branchiospines et par force inertielle, en fait, les particules qui sont plus lourdes vont en fait se heurter aux parois, alors rebondir sur les parois avant d'être renvoyées directement dans l'œsophage de la raie manta. Et l'eau filtrée va tout simplement ressortir de sa bouche. Pourquoi Donc pour elle, c'est c'est la façon de se nourrir. exactement? Et en fait, ça couvre même presque près d'un tiers de ses besoins alimentaires D'accord. quand elle fait Ah oui, c'est impressionnant. ce mécanisme. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la raie manta va pouvoir filtrer sans jamais boucher son système. Et donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Et justement, des chercheurs se sont intéressés à ce système et l'ont adapté à l'air. Donc, en fait, ils ont inventé. Ils ont transposé ce système à un filtre bio-inspiré de la raie manta. Et donc, on va suivre le même mécanisme. C'est-à-dire que l'air va passer dans une succession de canaux dont, en fait, les parois ont des petites ailettes qui sont situées près des sorties, justement, du filtre. Et donc, pareil, ça va suivre les forces inertielles et les particules qui sont en suspension, qui sont plus lourdes, vont se heurter en fait aux parois, vont rebondir sur ces parois et vont être éjectées directement dans le flux principal. Tandis que l'air filtré, l'air propre, va pouvoir s'échapper perpendiculairement à ce flux principal. Donc, c'est le principe Donc en de... fait, on éjecte les particules fines, polluantes, on les éjecte dans un réseau dédié. Exactement. D'accord. Et l'air filtré va ressortir et va pouvoir justement assainir, entre guillemets, les pièces, parce que justement, on cherche justement Mais donc, il faut les à- rejeter quelque part. Ça, c'est le problème. C'est qu'on... Elles sont stockées justement Elles sont dans, stockées. dans le filtre. D'accord. Et Et ça fonctionne comme une climatisation? exactement, ça fonctionne de la même manière. Et aujourd'hui, donc c'est toujours en phase de test, hein. Il n'y Ouais. a pas encore de produits dédiés, mais justement, il y a des simulations qui ont été faites en Inde et les résultats sont assez bluffants. Où en fait, ça montre une concentration en particules fines divisée par 10 quand même, par rapport à un filtre normal. Et, euh, et donc là, on peut imaginer des applications dans les pièces qu'on fréquente le plus, comme les écoles, les hôpitaux, nos bureaux, par exemple, aussi. Eh ouais, toujours plein de promesses avec le biomimétisme. Merci beaucoup, Chiara Riva. Donc, je rappelle, vous travaillez chez Bioxégie, vous êtes une spécialiste du biomimétisme. Merci pour cet éclairage. Merci. Et à merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On avait les interviews de l'IA et le biomimétisme aujourd'hui ensemble. À très bientôt sur la chaîne Bismart pour regarder Smart Tech.